Alors aujourd'hui, on reçoit Placide Panoudzadou. Je m'excuse, Placide, je toujours appelé Placide. Et je reçois également M. Sylvestre Owenze-Nyamungu. Tous les deux des collègues de la faculté de l'Université de Trois-Rivières. Ils ont fait leur doctorat ensemble, de ce que je découvre. Alors, dans le cas de Placide, il est mon collègue au département d'organisation ressources humaines ici à l'UQAM. Il enseigne les systèmes d'information en gestion des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, le thème qui est l'adoption des dossiers de santé électronique dans les hôpitaux européens s'inscrit dans les modalités de gestion des grands établissements. Placide est aussi membre régulier du groupe de recherche en système d'information, le GRUSI. Oui. Ses intérêts de recherche sont entre autres l'implantation des technologies de l'information en général et dans un contexte de santé et de gestion de ressources humaines. Dans le cas de M. Sylvestre, il est professeur de système d'information au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières et est membre de l'Institut de recherche sur les petites et moyennes entreprises. Et ses intérêts de recherche sont, comme Placide, sur les technologies de l'information, les performances organisationnelles, l'étude des risques et sur les entreprises de petite taille et les services de santé. Alors, dans un premier temps, Placide va faire sa présentation, ensuite M. Sylvestre. Et nous allons revenir avec des questions de la salle et les gens qui sont à distance. Vous nous ferez signe lorsque vous voudrez poser une question, on vous accordera le temps de parole nécessaire. Alors, sans plus tarder, Placide. Okay. Merci. Donc, merci Sylvie. Voilà. Donc, comme l'a indiqué Sylvie, la présentation porte sur l'adoption des systèmes de dossiers électroniques, dossiers de santé électroniques dans les hôpitaux en général. Puis là, on a travaillé sur un échantillon d'hôpitaux en Europe. Donc, le plan, c'est après l'introduction, je vais rappeler les objectifs de la recherche, présenter le contexte théorique, l'approche méthodologique avant les résultats, puis la conclusion. En fait, le sujet qui nous intéresse est un sujet qui est considéré comme étant très préoccupant, en particulier au niveau des gouvernements en ce moment, parce que quand on regarde l'évolution des dépenses de santé dans la plupart des pays de l'OCDE, ces dépenses augmentent beaucoup plus vite que l'évolution de l'économie. Donc, ça veut dire que, en fait, si on n'inverse pas la tendance, dans la plupart des pays, ça ne sera pas possible de continuer à assurer la couverture sociale comme on le fait dans la plupart des pays de l'OCDE pour les citoyens. Et pour faire face à ce défi, en fait, pour essayer d'inverser la tendance, la plupart des gouvernements investissent beaucoup dans les technologies de l'information et de la communication en parallèle de réformes qui sont mises en place. Et puis ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces réformes sont assez difficiles à mettre en place ou en pratique sans l'aide de technologies de l'information, en particulier ce qu'on appelle les dossiers santé électroniques. Dans le contexte particulier de l'Union européenne, la situation est accentuée par le constat du vieillissement de la population. Et un autre constat important pour le projet de recherche que nous avons mené, c'est le fait que, en fait, dans le contexte de l'Union européenne, les hôpitaux, en particulier les hôpitaux de soins aigus, qui sont les hôpitaux de l'échantillon, ont une place très importante, aussi bien en termes de poids, parce qu'elles représentent plus de la moitié des hôpitaux en général, puis aussi en termes de coûts. C'est parce qu'une grande partie du coût, en moyenne à peu près 30%, est consacrée seulement aux hôpitaux quand on regarde le coût global des systèmes de santé. D'un autre côté, c'est important de rappeler que, toujours dans le contexte de l'Union européenne, au sein de la Commission européenne, il a été reconnu que les investissements en technologie de l'information sont une des pistes à privilégier pour faire face aux défis auxquels l'ensemble de l'Union est confronté. Et ça s'est traduit en fait par deux plans qui ont été mis en place à l'échelle de l'Union européenne. Le premier plan s'appelait e-santé 2004-2010, puis le deuxième qui est en cours avait commencé en 2012 et puis va jusqu'en 2020. Et donc, dans ces plans, en fait, les investissements en technologie de l'information en général, puis en particulier les dossiers santé électronique, occupent une place très, très importante. Alors,
Un autre point important ici à relever, toujours par rapport à notre recherche, c'est le fait qu'il y a des chercheurs qui ont rapporté qu'en fait, quand on regarde la performance des hôpitaux au niveau des activités cliniques, on constate des différences selon en fait, on va dire le type de fonctionnalités qui sont disponibles pour les praticiens dans les systèmes de gestion de dossiers santé électroniques. Et un autre constat, c'est que, en fait, malgré l'importance de ces fonctionnalités des systèmes de dossiers santé électroniques, jusqu'à présent, il y a eu peu de recherches qui ont été menées sur ces fonctionnalités en question. Dans la plupart des recherches, on a étudié la présence ou la non-présence des dossiers santé électroniques de façon globale, mais il y a peu de recherches qui ont regardé en détail quand un hôpital avait, dans une recherche, quand des hôpitaux avaient des systèmes de dossiers santé électroniques, quelles étaient les fonctionnalités qui étaient mises à disposition, voire même qui étaient utilisées réellement dans les hôpitaux. Donc l'objectif de cette recherche, en fait, c'est de caractériser les hôpitaux, dans notre échantillon, ce sont des hôpitaux européens, en termes de fonctionnalités mises à disposition des cliniciens par les hôpitaux. Donc, de façon à regarder les profils qui peuvent en sortir. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'essayer de voir s'il y a des influences, des caractéristiques organisationnelles sur les profils qui en ressortent. Alors, au niveau, en fait, du cas théorique, on a, dans la littérature, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qui est considéré comme des fonctionnalités importantes pour les dossiers santé électroniques. Nous, on s'est basé au départ sur une caractérisation de ces systèmes qui a été proposée aux États-Unis par un groupe de chercheurs. Le premier auteur, c'est Jia, en 2009, qui ont proposé, c'est d'ailleurs la définition qui est la plus utilisée actuellement dans la littérature en termes de fonctionnalité. Ils ont proposé en fait 3 types de dossiers santé électronique. Le premier, c'est ce qu'ils appellent un dossier santé électronique complet. Puis les 2 autres qui sont dossiers de base, mais avec ou sans note clinique. Puis quand on fait la comparaison de ces catégorisations qui sont utilisées aux États-Unis par rapport aux fonctionnalités qui sont dans l'enquête menée au sein de l'Union européenne, on voit que c'est très difficile de les apparier parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont présentes ou pas dans l'une des deux listes. Et d'ailleurs, j'avais une discussion assez avancée sur ce sujet avec des collègues américains qui sont des médecins, qui étaient très surpris. Puis il y avait aussi des Européens médecins qui, eux, connaissaient plus ce que les Américains faisaient, mais les Américains connaissaient moins ce que les Européens faisaient. Ils étaient vraiment très surpris de voir qu'il y avait quand même de grandes différences. Donc, mais bon, nous, ce n'est pas nous qui avons conçu le questionnaire. On est parti, on a fait l'étude avec ce qui avait été défini par la Commission européenne en termes de fonctionnalités à faire rentrer dans le questionnaire. Donc l'échantillon, c'est un échantillon qui était composé au départ de 1753 hôpitaux, qui sont des hôpitaux de soins aigus. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle des hôpitaux généraux ou des hôpitaux de court séjour. Là aussi, au niveau de la définition, quand on regarde dans la littérature, la définition de ce qu'est un hôpital aigu n'est pas la même pour tout le monde. Puis même au sein de l'Union européenne, d'un pays à l'autre, la définition n'est pas la même. Donc nous, on a gardé la définition qui était proposée par le travail qui avait été fait au sein de l'Union, de la Commission européenne. Donc, au final, on a gardé un échantillon de 1056 hôpitaux parce qu'il y avait des hôpitaux qu'on ne pouvait pas garder parce qu'il manquait des données. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que quand on a fait le test sur les valeurs manquantes, en fait, le test a révélé que les valeurs étaient manquantes de façon complètement aléatoire. Donc, ce qui fait que l'échantillon qu'on a gardé n'avait pas beaucoup de biais. Donc, on a continué avec cet échantillon. On a retenu 13 variables fonctionnelles cliniques pour les fonctionnalités cliniques à la place de 16, encore une fois, toujours pour des raisons de données manquantes. Quand on regarde les caractéristiques de l'échantillon, on s'aperçoit en fait que, au niveau du statut fiscal, la plus grande partie, donc près de 70% des hôpitaux, sont des hôpitaux publics, ce qui est assez représentatif de ce qu'on retrouve dans la plupart des pays européens. Puis si on regarde les affiliations universitaires, on voit que, en fait, il y a à peu près 16% des hôpitaux, 15% des hôpitaux qui sont affiliés à une université. Puis après, on a des statistiques sur les tailles aussi. La plupart des hôpitaux sont plutôt de taille moyenne, puis il y en a quelques-uns qui sont de très grande taille. Au niveau des TI,
c'est quand on regarde l'existence ou pas d'un plan stratégique des TI au niveau de l'hôpital, on voit que dans la plupart des cas, c'est présent. Donc, plus de la moitié des hôpitaux ont déclaré avoir un plan stratégique des TI. Quand on regarde les budgets, on voit que au niveau du budget ici, c'est quand même assez éclaté. Puis, on a 50% des hôpitaux, donc la moitié de l'échantillon, qui ont un budget qui représente entre 1% et 3% du budget total de l'hôpital. Ça reste quand même en dessous des 4% qui sont souvent recommandés. Et puis, si on regarde la part du budget des TI qui est consacrée à l'impartition, puis on voit aussi qu'il y a quand même une répartition qui est, on va dire, il n'y a pas de concentration dans une proportion particulière. Après, la dernière question qui était posée sur les TI, c'était de savoir si les hôpitaux recevaient des incitatifs financiers, comme on sait que c'est le cas en particulier aux États-Unis depuis le projet de loi sur la modernisation du système de santé aux États-Unis, qui propose des incitatifs financiers pour encourager aussi bien les hôpitaux que les cliniques médicales à adopter les technologies de l'information. Dans le cas de notre échantillon, c'est à peu près 30% qui ont répondu par oui, parce que dans la plupart des pays européens, ce n'est pas une pratique qui est encore très développée. Donc, comment on a procédé? En fait, on a fait des classifications. Avant de faire les classifications, on a fait une analyse factorielle pour essayer de regrouper les fonctionnalités qu'on avait. Puis, la matrice de corrélation a révélé que les données étaient très factorisables. Donc, on a fait l'analyse factorielle. Puis, après l'analyse factorielle, donc, on a fait les classifications en 2 étapes. Dans un premier temps, on a utilisé un algorithme hiérarchique de Ward pour essayer de retrouver la structure naturelle dans les données. Puis, par la suite, on a utilisé les résultats qu'on avait dans la première étape comme centre pour calculer en fait, les regroupements avec un algorithme non hiérarchique. Dans notre cas, on avait pris le cas MINS. Puis par la suite, on a utilisé une analyse discriminante pour essayer de valider ce qu'on avait fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, on a obtenu 3 facteurs qui expliquent plus de 60% en fait, de la variance. Et ce qui est très bien, c'est que ça correspond à vraiment ce qui ressort de la littérature, même s'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont fait ce type d'exercice sur les données au niveau des fonctionnalités. On voit qu'ici, on a vraiment un groupe cohérent qui représente ce qu'on appelle la documentation clinique. Et puis, on a les résultats ici. Donc, requête de résultats en français, on appelle ça, qui est le deuxième facteur. Puis le troisième, c'est juste les listes, soit de médicaments ou bien de prescriptions. Puis ces 2 listes, en fait, dans certaines études, sont présentées comme faisant partie intégrante on va dire, du construit dossier documentation électronique, mais sans vraiment faire d'analyse factorielle. Les gens les présentent comme si c'était normal, que c'était naturel, que ce bloc soit tous ensemble. Puis quand on fait l'analyse factorielle, on s'aperçoit en fait que le construit est un peu plus sophistiqué dans ce sens qu'il se casse. On a une partie, un bloc, puis on a une autre, les 2 listes qui ne sont vraiment pas dans la documentation clinique. Alors, pour déterminer les groupes dans notre classification, on a procédé par sous-échantillon. On a d'abord pris l'ensemble de l'échantillon pour faire exécuter notre algorithme de Ward. On a travaillé d'abord avec les 100% de l'échantillon. Après, on a pris des sous-échantillons pour essayer de voir, à partir du dendrogramme, quelle était la structure au niveau des données. Puis ce qui en est ressorti, c'est qu'on avait le choix entre 3 ou 4 groupes. Puis après, quand on a fait une comparaison des résultats qu'on avait obtenus dans cette étape avec ce qu'on avait dans l'étape avec l'algorithme K-MINS, en faisant le CAPA, on voyait en fait que la solution qui était, on va dire, la plus persistante, c'est la solution à 3 groupes. Puis la validation a été faite en ayant recours à l'analyse discriminante, puisqu'on arrivait à voir parce qu'on a utilisé la condition proposée par R, qui dit en fait qu'il faut que les 2 sous-échantillons qu'on utilise aient un taux de succès de bon placement qui soit supérieur au maximum de 1,25 multiplié par... Ça, c'est un peu technique, mais ça fonctionnait très, très bien. Donc, c'est ce qui voulait dire que nos résultats étaient quand même assez valides. Puis, avant de présenter les groupes qu'on a trouvés ici,
on a regardé quelles étaient les proportions des fonctionnalités qui sont les plus utilisées. Puis on s'aperçoit en fait que la fonctionnalité la plus utilisée, c'est requêtes et résultats. Puis ça correspond à une étude aussi, à d'autres études en termes de proportions plus utilisées. Puis une étude qu'on avait menée ici au Québec qui révélait aussi que c'était celle-là qui était la plus utilisée. Maintenant, au niveau des résultats en tant que tel, donc on a les 3 groupes ici. On voit qu'on a un groupe, le groupe le plus important, c'est le groupe le plus fort avec 60% de l'échantillon. Puis le groupe intermédiaire, 22%. Puis on voit que le groupe qui est le plus fort, il est très fort seulement sur la dimension documentation clinique, puis moyen sur la visualisation. Puis il n'y a pas de différence, parce qu'on avait fait un test de Taman pour comparer 2 à 2 les résultats. Puis on voit qu'il n'y a pas de différence vraiment sur la liste des médicaments et puis des prescriptions. D'accord ? Puis là, on a essayé de regarder ce qu'on appelle le niveau de transition du tout papier vers le tout électronique. Puis on voit en fait qu'il y a un groupe fort qui reste le groupe fort. Puis les 2 autres groupes, du point de vue de cette transition, en fait, les 2 autres groupes sont au même niveau. Ça, c'était aussi quand même assez surprenant. Puis on avait des données sur le ratio employé en TI par rapport à l'ensemble des employés. On a essayé de voir si ça faisait des différences entre les groupes. Puis on voyait qu'il n'y avait pas de différence, même quand on les comparait 2 à 2. Donc là, on a regardé l'influence des variables sur les groupes, puis on voit que on trouve les variables qui ont une influence, c'est la taille, l'affiliation universitaire, et puis l'existence d'un plan stratégique, et avec le pourcentage du budget qui est consacré au TI. Donc en fait, il y a quand même une influence, même si elle est quand même assez modérée. En conclusion, donc, notre étude contribue dans ce sens qu'il y a peu de recherches qui ont contribué à la littérature parce qu'il y a peu de recherches qui se sont intéressées à la configuration des fonctionnalités, à l'exception d'une des recherches de Blavin et ses collègues 2010. Et aussi, les résultats de cette recherche, ça permet en fait de proposer une taxonomie qui est vraiment basée sur la réalité, ce que les hôpitaux font et non pas ce qu'on prescrit ou on pense que ce que les hôpitaux pourraient faire. Puis on voit qu'il y a quand même certains résultats qui sont contre-intuitifs. Puis on voit aussi que au niveau de l'adoption de ces fonctionnalités dans les hôpitaux, il n'y a pas vraiment de route ou de parcours qui soit idéal. Parce que les hôpitaux s'y prennent de façon différente. Si on voit par exemple le groupe avancé, eux, ils privilégient la documentation clinique, alors que le groupe intermédiaire privilégie les résultats des examens et puis des tests. Donc ça veut dire qu'en fait, surtout au niveau des décideurs, c'est important de garder à l'esprit qu'on ne peut pas, en tout cas par rapport aux résultats que nous, on a ici, on ne peut pas s'attendre à ce que les hôpitaux y aillent de la même façon en termes de quelles sont les fonctionnalités qui vont être privilégiées. Puis ça permet aussi de voir quels sont les écarts, puis de façon à mettre en place des politiques qui permettraient de combler les écarts entre les hôpitaux. Parmi les limites de l'étude, il y a le fait qu'on a seulement des hôpitaux qui sont des hôpitaux européens, puis on est parti d'un échantillon de départ dans lequel on a enlevé une partie des hôpitaux, mais ça, on a vu que le M-quart était non significatif. Puis l'instrument qui a été utilisé, nous, on n'avait pas de contrôle dessus, on a juste pris les résultats, puis c'est un instrument qui n'a pas vraiment été testé au niveau de façon très approfondie, là, au niveau des propriétés psychométriques, mais les résultats sont quand même intéressants. Donc voilà en gros ce que j'avais à présenter pour cette étude qu'on a menée. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.